Et hop, et nous voici en live. Salut tout le monde. Salut à toi Kylian, salut à toi The Sound Gamer. Hello, j'espère que tout va bien chez vous et bienvenue pour ce petit stream à l'arrache du dimanche. Toc, est-ce que le son est bon de votre côté? N'hésitez pas à me dire en tout cas. Et salut à toi Iriane. Alors, est-ce que l'overlay te va, du coup? Mis comme ça, est-ce qu'en plein écran ça te va? Ouais, bah c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et ben, on va pouvoir commencer. Alors, hop, normalement tout est bon de mon côté. Ah, j'ai oublié mon nom au-dessus de la cam, en effet. En effet, il n'y a pas mon nom au-dessus de la cam. Est-ce que je rectifie ça tout de suite? Allez. Vous savez quoi, on va faire ça en live. Le temps que tout le monde arrive. Hop. Hop. Oh. C'est beau. C'est beau. 4 pixels de padding à gauche, et on est bon. Parfait. Salut à toi, Shores. Alors, du coup, et ben concrètement, j'ai déjà eu, que ce soit sur Discord ou ou directement sur YouTube, le fait que le titre parlait pas effectivement à tout le monde. Donc on va voir ensemble ce que c'est que le varifocal, qui est pour moi l'une des plus grosses steps que va franchir la VR dans les prochains mois, années. Justement, on ne sait pas trop. Et pour en parler vraiment, en fait, on va tout simplement se baser sur une conf. Celle de... Ah, j'ai oublié son nom. Landman, si mes souvenirs sont bons. Landman, donc du coup, qui bosse chez Facebook au sein de leur labo. Et qui va nous expliquer, mais alors, royalement, ce qu'est du coup le varifocal. Et comment ça fonctionne. Pour ça, on va se mettre une petite musique, voilà, de fond. Tranquillou. Qu'est-ce que ça veut dire que le varifocal? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité en VR, de pouvoir faire permettre aux yeux de faire le focus tel qu'ils le font dans la réalité. C'est-à-dire qu'en VR, vous avez donc un écran devant les yeux et absolument tout est net. Et on va le voir, il y a des techniques qui vont permettre en fait aux yeux, tout simplement, de à la fois pouvoir se reposer et à la fois de voir beaucoup plus nettement. Parce que quand vous rapprochez quelque chose de vous en VR, vous le voyez flou. Et là, ça va vous permettre de le voir extrêmement net. Donc, voilà, je vous propose tout simplement qu'on y aille d'ores et déjà. Hop, et qu'on allume la conf. Alors, vous allez me dire... Hop, vous allez me dire si le son est bon pour vous au niveau de la conférence, si on m'entend bien malgré le son de la conf. Et on va pouvoir le commencer tout de suite après. Donc est-ce que vous entendez à la fois un petit peu la conf quand même, c'est important, et puis moi, un petit peu. The Sound Gamer qui nous dit ça va, c'est cool. Hop, premier petit temps de pause, effectivement. Donc tout ce qu'on va voir ici, est issu du Facebook Reality Labs, qui est du coup clairement le studio de recherche en fait de Facebook. Alors on va les faire, les différents prototypes, mais sachez qu'on va principalement parler de ce qui a été innovant dans celui du milieu, c'est-à-dire le Half Dome, qui maintenant nous a été présenté il y a un peu plus de 2 ans. Et qui était fou, complètement fou à l'époque. Et en fait, on va faire du coup l'historique. Et c'est ça qui, à mon sens, est passionnant, et c'est vraiment pour ça que cette conf-là... Donc j'ai chopé, elle n'est pas toute récente, cette conf, elle date du mois de janvier, mais par contre, c'est une conf purement technique, qui n'a pas trop été fuitée, en fait, en dehors de... Pas sur des réseaux, sur des sites comme ET1 et autres, ou même UploadVR et Road2VR.
Et donc, on va voir l'historique complet de ce qu'est le varifocal et de comment Facebook va l'implémenter dans ses casques. Parce que oui, c'est une réalité, en fait, tout simplement. Jusqu'à présent, on en parlait encore mardi dernier, c'était de l'ordre du fantasme, parce que beaucoup trop mécanique. Alors, là, il nous présente un petit peu l'équipe qui a bossé dessus. Voilà, alors on a un petit séminaire, on est bien. Hop, l'occasion pour moi de boire un petit coup. Et donc ça, c'est... Vous voyez bien, ouais, vous voyez tout l'écran, c'est formidable. Donc ça, c'est un petit peu tous les différents projets, du coup, sur lesquels les gens qui bossent au Facebook Reality Labs ont travaillé. Donc ils travaillent également sur de l'AR, ils travaillent également sur du varifocal, c'est ce que vous voyez tout en haut, le troisième vignette en haut, donc c'est la possibilité de réfléchir, tout ça, de refléter la lumière sur différents degrés de focus. Oftentimes in the hallway, people do ask me, they're like, wait, aren't you a computer graphics researcher? You seem to do a whole lot of display technology for graphics research. And I say, well, let me correct you what graphics even means. And so, not to be too pedantic, but I like to start... Alors, du coup, ce qu'il nous dit un petit peu, bon, on va passer après, on va passer un petit peu plus rapidement dans ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vraiment la tech. Mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est que pour arriver sur le varifocal, la technologie que vous allez voir après, en fait, ils ont dû réellement se poser la question de ce qu'était le graphisme, de comment il arrive à vos yeux, et de ce qu'est une surface, finalement, ce qu'est la VR, et pouvoir se réinventer, se réapproprier le concept, en fait. On va passer tout ce qui est référence à gauche, à droite, pour aller taper dans le vif du sujet. Hop. Qui était directement l'Oculus Quest. Donc c'est le casque que porte Facebook à l'heure actuelle. Alors, non pas que le Rift S soit mort, c'est pas ça vraiment la question, mais Facebook croit énormément à la VR sociale, forcément, et surtout à la VR autonome. Donc, leur fer de lance, c'est vraiment l'Oculus Quest. And the only way to answer that is to ask a vision scientist. The goal of these display technologies is to recreate a sense of depth, of three-dimensional reality. It's what televisions can't really do. Avec pour but, du coup, effectivement, de créer un réel sentiment de profondeur. Every vision textbook has a taxonomy of depth cues. But I think this paper, if you're only going to read one thing, this is it. From Cutting and Vishton in 1995, est-ce que c'est bon pour tout le monde côté son, côté tout? Vous êtes sûr? Tout va bien? Parce que pour l'instant, on est vraiment dans l'historique. On va rentrer dans le vif du sujet aussitôt après. Ok, parfait. Donc là, on a un petit peu tout ce qui nous permet en fait de représenter de la profondeur. Un système d'occlusion, de la taille, relative size, on va appeler ça tout simplement de la perspective. Ça va être cumulé effectivement avec les trois derniers. Le fait que ça soit donc binoculaire, c'est-à-dire sur deux écrans, et du coup vous ayez un stitching, une distance en fait entre les deux. Réellement, ça permet bien évidemment la profondeur. C'est la base de la VR, avoir deux écrans avec le stitching, le motion parallax bien évidemment, et surtout la convergence et l'accommodation. Tout à fait, ça revient sur cette vidéo effectivement de Facebook Lab qui était passée un petit peu à la trappe en fait en janvier, alors que c'est une mine d'or en fait cette vidéo. Un léger i en fond. Alors merci Irion effectivement pour les badges. Donc sur le premier mois, je crois que c'est un quart de logo. Et si vous voulez le logo entier, il faut ce tier 3 si mes souvenirs sont bons. Je crois que pas du tout. Je crois qu'il faut patienter 1 an de stream. Du coup, Ramesh, j'imagine que tu l'avais vu cette vidéo? Higher dynamic range, higher color gamut, higher resolution.
Et voilà, et je me fais engueuler sur mon propre stream, bravo. Move to where everyone isn't. And so I would argue where we haven't been is where things are hard, which is what Vishton and Cutting call the personal and action spaces. Et tu l'as vu récemment celle-là ou c'était Everything within my reach, the people I can hit by throwing this presentation remote, you du coup, elle a été republiée récemment hein, sur un article d'Upload VR, mais je précise qu'elle date du mois de janvier. Hein. Televisions do a terrible job of recreating these cues, which means if you're going to work on VR and AR imaging and display technologies, here you go. From first principles, you're definitely working on these. And so, from first principles alone, we already see a gap in the literature. If you want a hard display challenge, it turns out to be the most subtle cue of all. Moi, je vais monter un peu le son de mon côté, mais... The one thing we have failed to depict in any display and capture technology to date is vergence and accommodation cues, which we'll be talking about today. And so, I'm very happy to say most of this talk is about vergence and accommodation. Ouais, parce que t'as complètement raison. Et en fait, du coup, ça nous permet de revenir sur ce qu'on disait mardi dernier. En fait, c'est que on va pouvoir faire du varifocal entièrement de façon électronique. Vous allez le voir. I won't say I'm the first person to realize this. Many of my friends from the stereoscopic displays and applications community have been here for many years working on delivering these depth cues. And so all these stereoscopes, of course, the one thing they miss is when you look at the ordering of depth cues, motion parallax is often more important, more sensitive than binocular disparity itself. Ah, je ne sais pas du tout ce qu'est l'appareil qu'on voit en bas à gauche. Si vous le savez dans le chat, hein, n'hésitez pas. Mais pour le coup, ça, je connais pas. Un display stéréoscopique quelconque, mais... Ah, c'était pas pour les diapos Ouais, du coup, j'ai baissé la musique. C'est pas de sorte de diapositive qu'on se passait comme ça en stéréoscopie. Allez. Ouais, il me semble, hein, c'était le truc... Ouais, c'est ça, c'est des diapositives, mais stéréoscopiques, quoi. Allez, on va passer au premier chapitre. Concrètement, qu'est-ce que Facebook veut faire? New hire orientation is a boring day where you sign a lot of paperwork to get your health care and all those things. The new hire orientation I'm talking about is this one. You spent decades getting education, learning how to be a world expert in electronic imaging. You walk into a lab, you signed all that paperwork, you're sitting at your desk, go. Find a problem worth working on that is worth decades of your life. That's a big new hire orientation challenge. And so when I came into Oculus, I had the benefit that I'd worked in this field for about half a decade. Ok, donc Landman, du coup, était chez Oculus hein, avant d'aller chez Facebook, hein, forcément. Oculus qui s'est fait racheter il y a 4 ans maintenant par Facebook, 5 si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et à l'époque, ce qu'ils étaient menés par deux choses. Hein. C'est le plus grand champ de vision possible et le plus bright, enfin le plus brillant, enfin les meilleurs écrans. En gros, ce qui nous passionne à l'heure actuelle, hein, d'ailleurs, et qui est un vrai problème à mon sens, hein, c'est toujours plus de définition d'écran, toujours plus moins de Mura forcément, moins de SDE. Et finalement, est-ce que c'est ça qui fait vraiment l'immersion? On va le voir, pas forcément. So we had an early Oculus headset, confidential, have to sign an NDA to see, but we needed something to show on it. And so we had a brilliant team of artists and game developers make this thing called Papertown. And the idea of Papertown is to make the killer après, de toute façon, pas de salut à toi aussi, et pas de varifocal, en fait, sans eye tracking. Du coup. C'est ce qu'on va voir. Let me go back. Is it's a toy world. Based on that Vishton and Cutting work I showed you, if you're going to show off VR and AR, it shouldn't be là, on nous présente un screenshot venu d'Oculus Dream Deck, qui était une petite application de démonstration d'Oculus. Oui, ça on en a beaucoup parlé, mais en fait, oui, effectivement, ce qu'il faudra à la VR, c'est aussi beaucoup plus de contenu. Hein, mais,
Mais pour ça, il faut aussi du hardware qui ait le moins de défauts possible. Et justement, on va s'en approcher, en fait. Ah bah, Shores, en tout cas, merci à toi d'être passé. Et puis, dans tous les cas, la rediff sera disponible quasiment instantanément, je pense, sur YouTube. Celle-là, je vais pas la différer. What I saw is on the right. And so I saw this beautiful toy world, put on the headset, I'm like, this is great, this is great. I leaned in to look at these little figures, and all of a sudden, I hope you can see this. Donc d'un côté, on a de l'attendu à gauche, ce que vous êtes en droit d'attendre lorsque vous voyez quelque chose, et de l'autre côté, vous avez à droite ce que vous percevez au travers d'un casque. Et là, on voit que plus on s'en approche, plus ça devient flou. And so I had not experienced since the 1990s a lack of resolution. And so looking in on this campfire and being frustrated with the blur, I didn't know what was going on. And it took me a while to convince people this was a problem, because unfortunately for those of you who are Alors le stream, on va tabler sur une petite heure et demie max, je pense, sur le sujet en tout cas. But those of us who still have some years to go, you will see blurry objects in the near field. And so I encourage you to all try this. Not to make my company look bad, but in the effort of advancing science, the next time you get a VR demo, ignore what the person's telling you to do, lean in real close, and either get frustrated that you're getting old enough that it doesn't bother you, or be very happy that you saw a problem, and you know the solution in about 45 minutes or less. Donc, le blur, c'est bien. Certains en ont fait leur image ouais, c'est ça leur feature clé. C'est le cas du PSVR qui mise à mort sur le blur pour réduire le SDE, donc le screen door effect, c'est-à-dire le fait de voir les pixels. Mais c'était pas le cas du tout de Facebook, qui voulait une image le plus nette possible, et donc avec tout ce qui allait avec, c'est-à-dire SDE, problème de blur quand on regarde de près, qui devenait gênant. Why did I see the blur? Well, let's go back to Paper Town and think from first principles. Here is that cartoon little toy box world. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voudrait avoir en VR, en fait. Concrètement, les objets qui sont plus proches de nous, et surtout les objets qu'on est en train de fixer, on veut les voir nets. Par contre, tout le reste, on s'en moque complètement, effectivement, que ça soit blur, que ça soit flou. Voilà. Et donc avec cette notion de focus, c'est ce que fait l'œil complètement naturellement. C'est-à-dire qu'en gros, pour en avoir discuté avec, et vous pouvez voir le replay d'ailleurs qu'on a fait avec Rémi Arnaud de chez Vario, en gros, notre œil, naturellement, on a un angle de 10 degrés qu'on voit vraiment net, mais vraiment net de chez net. Tout le reste, en fait, on le voit absolument flou, mais en fait, on s'en rend pas compte tellement ça va vite. And if you attend to a distant object, it'll be blurry. And I love seeing the audience do this because it's sort of funny. I should take a photo, but if you take your finger out, bring it to your face, close one eye, make sure you can focus on the ridges of your finger. Looking at that distance, I can guess your ages now, which is cool. So now, given that ridges on your finger, if you attend but not look at the distance, I should be super blurred. And then if you do the opposite, vice versa. So that's vergence and accommodation. Blur is a depth cue. So if you're playing with your finger, I know a lot of you are embarrassed by it, you're not doing it, that's okay. So if you look in the distance, you look at this skyline, your eyes will verge far away, accommodation will move with vergence, and you'll notice the blur has changed. Near objects are now blurry. Voilà. Tout ça, c'est ce que font naturellement vos yeux. Et ben bon build de map, Kylian. Et ravi que tu le fasses avec le stream en fond, du coup. Ouais, effectivement, c'est pas un stream très dynamique, ça va pas être. Enfin voilà, mais c'était vraiment pour qu'on comprenne et que je puisse mettre derrière sur YouTube ce qu'est le varifocal à proprement parler, que beaucoup de gens ne connaissent pas, ou alors que beaucoup de gens ne connaissent mal en fait. Un petit peu ça le souci. Voilà. Et donc, à partir du moment où on met un casque de réalité virtuelle, en fait, on se retrouve avec une barre devant soi. On n'a plus de notion de profondeur, en fait, en soi. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur l'écran est à la même distance. And so if you take a thin lens, look it up in Wikipedia, put it at its focal length from a screen, it'll create a virtual image at infinity. So generally, VR headsets are optimized to make good images of things far away. Ouais.
Donc en fait, on voit que les lentilles sont là pour compenser, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pour un point donné, on va donner effectivement les 2 points que l'œil a besoin d'avoir, en fait, dans son champ de vision. Mais ça s'arrête là. Now, what do you think happens if I try focusing near in a VR headset? Et donc, qu'est-ce qui se passe? The video I showed earlier, which is everything gets blurry. Hopefully now it's clear why. Because a VR headset is focused far. That's fact one. Fact two, vergence and accommodation are linked. So if I verge near, everything's focused far. It's like throwing the lens out of focus on a camera. Not just near objects, but near and far objects are blurry. There's no amount of deconvolution or image processing that's going to get you out of this because there's no negative light. You are stuck. Things are blurry, and if you wait long enough, they'll get sharp, but you'll wear bifocals in real life, so it's not a great solution. So what do? Now, we moved through literature search. We moved through back of the envelope. There's no more procrastinating to be done. New higher orientation over. Time to get to work. Time to be a technologist. And so you try to solve this problem. And this is the part of the job. Donc concrètement, l'idée, c'est effectivement, dès qu'on rapproche quelque chose de l'écran, dès qu'on rapproche les écrans ou dès qu'on cherche à faire un focus différent avec l'œil, on rend absolument toute la scène blurry. Donc on rend toute la scène complètement floue. Et donc là, du coup, ils ont commencé petit à petit à bosser sur des displays, donc des écrans en fait, qui permettraient d'enlever ce problème. Voilà, concrètement, le résultat de leurs études sont là. Donc on voit qu'ils ont bossé avec beaucoup de choses, c'est-à-dire un focus fixe, une monovision, un varifocal, et plein d'autres alternatives potentielles, y compris du coup la projection rétinienne. The first and best solution to all problems in life is to ignore the problem. If you just stick with fixed focus, there's no problem as long as objects stay in the vista space. C'est ça. Donc, il y a deux solutions possibles. La première étant, tout simplement, on va mettre un focus fixe. C'est-à-dire qu'on ignore complètement le problème. On ignore le fait que, de temps en temps, vous aurez des choses floues selon ce que vous allez regarder. Et au-delà de ça, ça joue énormément sur l'œil humain. C'est-à-dire que ça le fatigue inutilement. Go to any optics conference, there's a ton of ways to change focus. And so that's what we set our sights on. Donc on le voit là, c'est complètement incorrect à ce niveau-là, mais the world's first fully functional end-to-end varifocal headset and to see if it's any good, knowing that this is the least important depth cue based on cutting-in vision. So we knew that was sort of a thankless task, but we did it nonetheless. Let's take a look at what the varifocal headset really looks like. Voilà. So if you zoom in here, et donc, qu'est-ce que le varifocal, qu'est-ce que ça représente en fait? For most individuals under the age of, I don't know, let's say 45, 50, you can at least accommodate over 4 diopters, 25 centimeters to optical infinity when you're corrected to normal. So what we would do is take a normal VR headset and change its focus over a 4 diopter range based on eye tracking. This is not a new idea. To my knowledge, Shiwa in 1996 were the first to propose and demonstrate this in a lab. So we'd gone through this entire gauntlet, convincing ourselves based on this table that this is the right way to do it if you want to do it anytime soon. On voit que c'est quand même des études qui durent depuis, qui ont commencé en 1996 en tout cas. Les résultats de ce qu'il est en train de présenter ici. 96. C'est pas d'aujourd'hui. Le premier prototype. Alors non, ça va pas du tout être uniquement software. On va le voir, ils vont commencer à le présenter là. Voilà. Et du coup, donc là c'est leur tout premier prototype. Je sais plus en quelle année on se situe du coup. Et là, voilà. Et donc en fait tout simplement votre focus va être fait au travers des lentilles tout simplement qui vont bouger, c'est-à-dire plus ou moins lentement, plus ou moins loin en fait de votre œil, et tout simplement ça va vous permettre de faire le focus naturellement, j'ai envie de dire. Car plus vous allez rapprocher un élément, plus la lentille va bouger. Salut à toi Nicrolix. Ouais, j'ai vu rapidement, j'ai pas tout lu par contre, mais sur les brevets de Valve. Mais à la rigueur, on y revient aussitôt en fin de vidéo d'ailleurs, pour être sympa. To really see, is this the most important problem, or should we move to some of those other ideas I had at New Employee Orientation? Voilà.
Et donc, du coup, on commence à toucher au cœur du sujet, le but étant de faire varier, tout simplement, les lentilles en distance, enfin, faire varier de distance de votre œil afin de faire le focus à votre place. Donc, c'est bien évidemment couplé à du eye tracking, parce qu'on a besoin de savoir exactement où vous allez regarder et à quelle distance vous êtes en train de regarder l'élément. Voilà. Et donc là, vous êtes complètement en train de regarder quelque chose devant vous qui va donc être net, et le reste peut être blur. Donc ça a deux gros avantages, hein. Le premier, c'est que effectivement, ça évite à l'œil de forcer, parce que c'est pas un comportement naturel, donc il est obligé de forcer. Et deuxièmement, ça permet complètement de mettre dans une définition complètement inférieure, ce qu'on appelle le load of details, absolument tous les éléments que vous n'êtes pas en train de regarder. Et donc de gagner en performance. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne en vrai ? C'est horrible. Voilà. Donc ils se sont tout simplement rendus compte que la technologie marchait, il n'y a aucun problème. Mais alors par contre, je ne sais pas si vous entendez le son, c'est terrible. C'est terrible. Ah oui. Ça donne un bruit de dingue. Et ce que nous dit Landman, c'est que, bon bah ok, ils ont fait leur proof of concept, ils savent que ça marche, c'est prouvé, ça peut fonctionner. Maintenant, charge à une autre équipe, on va dire, de faire en sorte que ça puisse s'intégrer dans quelque chose. Parce que là, clairement, on l'a vu, jamais de la vie je joue avec ça. Ça fait un bruit de malade, et puis c'est complètement mécanique, donc ça pose des problèmes. Donc du coup, c'est une deuxième équipe qui est parti sur le prototype numéro 3, donc avec un form factor qu'on connaît, hein, très clairement. C'est le form factor de l'Oculus Quest. Hein. Et donc, au sein de l'Oculus Quest, ils sont partis sur des petits écrans qui vont du coup pouvoir bouger beaucoup moins, avec un principe de silencieux. Et ça permettait bien évidemment d'atténuer en fait d'atténuer le bruit. To that new employee orientation. We said, great, modern VR headsets, if we so wanted, could have eye tracking, could address vergence accommodation conflict, if only we allowed moving parts. So what do we do next? Well, next is you get a freebie, right? At many technology companies, you get 20% projects. And I said, 20% of the time, I want to build the VR headset I want. And despite everything I said up to this point, the thing I wanted was much more field of view. You know, the whole point Ivan Sutherland had was to be immersed in your room. And so if you're going to be immersed, you need super wide field of view. And so this one, continues to be a varifocal headset, had integrated eye tracking, but it really went for the immersion. Il n'y a pas idée de balancer un stream 30 minutes avant. Ah bah écoute, c'est un petit stream fait à l'arrache. Donc du coup, voilà, si je résume un petit peu, donc, ce qu'il nous disait, c'est, et salut à toi Dark Science d'ailleurs, et ouais, effectivement, c'est bien plus compact, et puis, mais on va y revenir, hein, du coup ils vont le présenter, mais ouais, du coup c'est full électronique, quoi, bien évidemment. Parce que là, du coup, ce qu'ils sont clairement en train de dire, c'est que, ok, ils ont le proof of concept, donc ils ont fait ce qu'on appelle un POC, en gros un essai grandeur, un prototype. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ils ont prouvé ce qu'ils avaient à prouver, mais par contre, jamais de la vie, voilà. Donc, du coup, on arrive à quelque chose comme ça. Donc tout est net absolument hein, quand vous regardez. Ça l'est pas du tout. Quand vous n'avez pas votre varifocal, ça l'est complètement à partir du moment où vous avez le varifocal on. Mine de rien, ça joue énormément sur l'immersion. Et sans compter que sur la partie gauche, donc quand vous n'avez pas le varifocal, vous tirez énormément sur les yeux, en fait, pour justement pouvoir lire malgré tout. On peut se passer de lunettes aussi. Alors oui et non, pour l'instant, c'est pas poussé complètement jusqu'au concept, mais effectivement, oui, c'est exactement le principe des lunettes, c'est-à-dire que ça peut s'adapter en temps réel, en fait, à votre vision. C'est le but, c'est carrément le but, ouais. Et on passe du Half Dome qu'on connaissait il y a 2 ans à maintenant au Half Dome 3 que vous voyez tout à droite. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette form factor justement de Half Dome 3 du coup. Mais c'est clairement ce qui est montré comme étant un Oculus Quest 2 en fait. I love these exploded view diagrams.
Et donc voilà. À droite, vous avez donc le varifocal mécanique, celui qui nous a été présenté depuis tout à l'heure, hein, finalement, bruyant, mécanique forcément, avec des sources de SAV pas possibles, enfin des sources de problèmes en fait mécaniques absolument incroyables, et surtout un module qui est énorme. À gauche, vous avez la version électronique qu'ils ont réussi à faire. Et donc, qui dit électronique dit absolument plus de mécanique, enfin du moins un minimum de mécanique. Et maintenant, on va aller voir un peu plus en détail comment ça marche. Alors, il n'y a pas moyen de faire ça uniquement avec du soft. Alors oui et non, parce que du coup, non, c'est ça le problème, c'est que plus tu vas regarder quelque chose proche de ton écran, plus tu vas donc avoir les yeux qui vont converger, et en fait, c'est un problème au niveau de tes yeux, du coup. Salut à toi sur Fufu. Et donc voilà, et le Half-Dome 3, qui a donc une succession de 6 lentilles, vont permettre de simuler complètement. Alors sur Fufu d'ailleurs, ça va te faire plaisir, hein, parce que clairement, tu avais entièrement raison mardi dernier, hein, du coup. On va être capable de faire du varifocal complètement de façon électronique. Voilà. Et donc quand ils tournent la première lentille, quand ils alimentent la première lentille, voilà, vous voyez que vous avez directement le zoom qui se fait. Et en fait, après, c'est tout simplement une dégradation, un jeu de lentilles, qui fait que vous allez passer de très loin, en termes de focus, à très près. Donc du coup, là, c'est une forme de zoom hein, qu'on est en train de faire. Hein. Mais on peut le faire exactement avec la netteté. Et on voit bien que, en tout cas sur la démo qu'ils tentent de présenter, mais bon, ça, c'est un montage, hein, forcément. Vous avez bel et bien le focus qui est fait, c'est-à-dire que tout l'extérieur est complètement bleu. Et voilà la différence. Avec le varifocal électronique. Et c'est ça, en fait, c'est ça la grande révélation, c'est que du coup, c'est complètement électronique. Donc ça enlève tous les inconvénients qu'on avait bien avant. Voilà. Et donc, ce qu'il nous disait, c'est que là, ils avaient bien évidemment vérifié image par image, et du coup, c'est garanti sans flickering, donc sans effet sans perte de lumière, on va dire, sans écran blanc, sans rien. C'est complètement invisible. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, du coup ? Sans clignotement, voilà. Flickering égale clignotement, pardon. Merci à toi, Irène. Being inside a team that's making varifocal reality, you just assume it's going to happen. It's just a question of when, not if. In many ways, if you work on a team like that. What happens after varifocal displays? Well, again, there were a lot of other things in that table that were a lot more red. But once a varifocal display exists, we can count on eye tracking, we can count on adaptive optics. So what's the next least red thing in the table? Well, the problem with varifocal is not Ivan Sutherland. It is, in fact, eye tracking. I won't ask you to shout it out. The real question is, can eye tracking be avoided? Est-ce qu'on peut se passer du eye tracking pour faire cette technologie? Bah oui, parce que du coup, effectivement, enfin, je vais le laisser continuer, mais oui, effectivement, vu qu'on cherche à faire du matos le plus bas possible en termes de coût, et le eye tracking a forcément son coût, et surtout vient aussi avec son standard, son implémentation, enfin, c'est quelque chose d'assez lourd en fait à prendre en compte. Est-ce qu'on peut s'en passer? C'était la question qui se sont posées du coup. If you've ever looked at eye tracking images, you know why you'd want to avoid it. This is what you'll see if you do a Google search for eye tracking. You know, the platonic ideal. The pupil is an ellipse, you can track these glints. Oh, it's so easy. We can track 99% of people 99% of the time. Only 99% of people, that 1%, do not have the canonical eye. So here's something you'd have to deal with to get to the 99%. It's probably hard to see, but the eye appearing on your left. Donc là aussi, hein, les chiffres sont assez intéressants. C'est qu'on précise effectivement bien que le eye tracking fonctionne très bien, mais avec 99% de la population. Quid du 1% restant? So now, just like a simple ellipse fit with Ransack probably ain't going to cut it unless it's a grad student project.
And on top of that, if you're a computer vision researcher, this is not a rigid body tracking problem. This is my favorite video in the talk. I hope you can get it at this distance. Here is why eye tracking is both creepy and difficult. Let me play this high-speed video. You see that? So if you watch the boundary of the pupil, you'll see it bounces because it's a non-rigid body. Here we go. So even your assumptions about the eye, if you're going to do this for real and not just a class project, you have to model the eye as a non-rigid body potentially. This is a hard problem, like italicized hard. So wouldn't it be great to eliminate it. Donc là, le tracking vient aussi avec son lot de problèmes, hein, du coup, forcément. Parce que là, on n'en parle pas assez, mais c'est une technologie qui doit être infaillible si vous voulez que ça marche. À partir du moment où vous basez tout là-dessus, ça doit être juste infaillible. Et du coup, forcément, c'est l'un des plus gros défis, en fait, hein, sur lequel ils sont en train de plancher. Rather than dynamically move one plane of focus under eye tracking, just have many planes of focus. It's known as a multifocal display. You could present, for instance, at high speed, sweep through the focal length and display different images on different planes. So the thinking here is whatever you want to show. If it's the fire hydrant, you can use the front focal plane. If it's the skyline, you can use like the third focal plane. The problem with this idea at the time was there's an open question. How many planes do you want? Et du coup, ça, c'est concrètement, quand on nous parlait de focal, software, bah, c'est ça finalement, c'est transformer sa selle en différents layers. Et en fonction du layer sur lequel on va regarder, bah, du coup, effectivement, on adapte le reste. Par contre, le truc, c'est quand vous tapez bien sur un layer, bah, vous n'avez pas de problème, regardez, à gauche. Quand vous tapez sur un layer en particulier. Ah, tu pourras pas mettre de lien surplus. Mais par contre, quand vous tapez entre deux layers, bah, du coup, c'est complètement fou. Et donc, autant vous dire que des layers comme ça, vous pouvez en avoir une quantité complètement énorme, en fait, dans votre salle. Mets-le-moi dans le Discord et puis je te le mettrai sur Fufu. And so this was first proposed, I believe, by Wu in 2016. It's a new idea. Don't use eye tracking, but look at the 3D geometry and do sort of like principal components. Look for where the objects are. Et donc c'est ce que présentait Wu du coup en 2016. On n'utilise pas de device tracking, mais par contre du coup on va augmenter le nombre de layers, enfin avoir des layers tirés en fait de tous les modèles 3D que vous avez dans votre salle. And if so, you know, like what % are within so many diopters? And really this now becomes a true computational display problem. How you render for this, how you optimize. Après qui dit software dit puissance utilisée par le GPU. Oui, pas que, mais oui. Oui, tout à fait. Mais attention, hein, les données du coup prises par le ice tracking et autres vont forcément être interprétées par le GPU. You really just want to know what questions you're trying to answer. And so when we started working on multifocal displays, we didn't jump to building a headset. We decided to build an apparatus that's not head-mounted that could support varifocal. Est-ce que ce genre de techno va faire grimper les prix ou pas? Ça, pour le coup, c'est toute la grande question. Mais je pense que oui. Pour moi, c'est l'une des features, c'est l'une des grosses features. Hein. C'est-à-dire que, alors, dans le milieu du gaming, on peut s'en accommoder, j'ai envie de dire. Dans le milieu professionnel, c'est un véritable souci. And finally, it had to sense not just vergence, but accommodation. There's a long list of things, and so I'm very happy to say my colleague Youssoufou Soulai built this single-handedly. One of the most complicated devices. Et donc là, on est sur un banc de test optique, hein, forcément. Le banc de test d'Oculus qui a servi à faire à tester en fait le multifocal. There's a lot to take in, but this is what I think vision science looks like for display systems research at FRL. First of all, what are you even seeing? Well, if you look at this, et je salue au passage Thor Labs, hein, you can see the cameras, infrared illuminators, can track the eye as well as anything at the time. That's vergence tracking, though. Ah, donc là, un banc de test, hein, tout ce qui est le plus naturel. Alors, vous voyez qu'entre votre banc de test, là, qui fait un carré assez phénoménal, un bon 50 par 50 quand même, a été réduit, en fait, tout simplement à l'échelle du premier varifocal que vous aviez vu. Quoi. Oui, vous avez donc l'écran tout à gauche. Si je vous pointe avec le doigt, vous n'allez pas voir. Mais ici, votre écran, du coup, et après, c'est juste le jeu de lentilles, en fait, hein, qui fait que vous allez passer par le champ de lentilles.
We combine those images, relay them to the eye box, then that gives you through a beam splitter the eye tracking signal. Ah non, pour moi, le eye tracking est plutôt GPU, hein, clairement. Clairement, effectivement, typiquement, tout un tas de processeurs peut être alloué en fait au GPU sans souci. Ouais. Ah. Et ça pose la base également des écrans entre guillemets holographiques qu'avait présenté Facebook là, il y a peu par rapport à leurs lunettes de VR. Parce que du coup, on voit qu'on fait ce qu'on veut en fait avec la lumière. Hein. C'est-à-dire que là, on l'a fait traverser dans... je ne sais pas combien de centimètres en fait elle fait avant d'arriver à l'œil, mais on voit qu'on peut la faire transvaser comme ça dans énormément de lentilles. Which is, do you need eye tracking for multifocal displays? The whole point was to get rid of eye tracking, so did we? I would argue no. So if you look at the image on the left, this is where the camera, sorry, the image on the right is where the camera is perfectly aligned. It's exactly where it's supposed to be. And you'll see, as you move focus with no eye tracking, just optically, things come in and out of focus correctly. Donc là, on est en 2017, hein, en termes de recherche, on va dire. Et c'était présenté donc au SysGraph de 2017. Due to the parallax of the eye. And so the ocular parallax is enough that I believe at high resolution you will need eye tracking for multifocal, which makes it no more or less compelling than the focal itself. But it was only, you can only get a glimpse of that by really over-engineering the test bed. And so that's just a side of the work I enjoy doing now that I have the resources to build something like that and the friends that like doing it. Okay, we have a little more time, I hope. We dive into 2 more topics and then wrap up. Okay, so, I tried to convince you multifocal. Du coup, c'est bien beau le banc de test, mais encore une fois, on a un truc de 50 cm carré, quoi. Maintenant, il faut rentrer ça dans un casque. So let's just imagine a world, though, once again, where multifocal happens, varifocal happens. Once again, what comes next? Now we're getting maybe 10 years into the future. Who knows? Alors, Nicrolix qui nous dit, je pense que perso, la Gen 2 des casques sera donc fin 2021, voire 2022 pour du grand public, avec du eye tracking. Et tout ce qui est actuellement présenté, ouais, je pense que honnêtement, ouais, on a effectivement tous les indicateurs en fait qui vont nous permettre de penser que ça fera partie de la prochaine génération de casques. En tout cas, l'avantage c'est qu'avec l'Oculus Quest, Facebook ne se concentre absolument pas sur le sans fil, vu qu'ils sont sur du casque autonome. Et au pire, si vous avez besoin de plus de puissance, vous avez l'Oculus Link. On l'a vu, il ne se concentre pas forcément sur le field of view. Hein. Il l'a dit en début de conférence. Pour lui, il y a énormément d'autres problèmes à régler avant d'avoir un field of view énorme et qui peut contenter tout le monde. Encore une fois, il parle d'un très large public. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une dimension gaming à 100%. Donc, ils n'ont pas le sans-fil. Ils n'ont pas le field of view comme grosse préoccupation. Et la résolution, honnêtement, à partir de maintenant, on va dire, si on n'augmente pas le field of view, la résolution, elle est pas mal en soi. Elle peut être suffisante. Donc il nous reste la fréquence et il nous reste le focus. So no one had tried this yet, and part of the reason is there's not a great set of widgets out there to do this degree of freedom focal surface control, but I'll show you one in a minute. But this was the proposal, the thought experiment. That perhaps we could get rid of the need for eye tracking if we only needed one focal surface. Peut-être avec un écran multi-résolution, donc plusieurs surfaces mémoire et plusieurs résolutions possibles en même temps, et du eye tracking, du coup, tu pourrais faire exactement la même chose, je pense, mais par contre, ça va coûter beaucoup plus cher. Parce qu'il faut les produire, les écrans. Was it a thousandth of a diopter? In which case, it probably doesn't matter for the vision system. And if you missed, you probably didn't miss by much, and so computational imaging comes in. You can deconvolve the image, try to sharpen it just a little bit for that defocus. So that was the idea, and if that didn't work, there was one last sledgehammer, which is a multifocal surface display. And so now there's a competition. Do you want a whole bunch of planes, or maybe just one or two focal surfaces? That was the question. Here's how we answered it. We built a demo. First, that demo was simulation. Now in MATLAB, everything works. Every idea you ever have always works in MATLAB. La fréquence est importante, en effet. So very, very much.
D'ailleurs, Facebook n'a jamais... Facebook a placé le seuil de 72 Hz au minimum, mais n'a jamais caché que mieux, c'était mieux pour tout le monde, en fait. C'est également une limitation technique du Quest. Après, en vrai, très peu de gens, et ça je me suis prêté au jeu en fait, d'un point de vue professionnel, très peu de gens sont capables de faire la différence, vraiment. Je vous assure. Moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me dire ouais, 72 Hz, c'est un problème, je vois les... Il y a un truc qui va pas, j'arrive à le détecter, 80 c'est limite, 90 c'est parfait. En test à l'aveugle, honnêtement, ça marche pas. Je vous jure que ça marche pas. Beaucoup de gens se plantent. Because of the LCOS display industry, but they also exist because of science. If you're doing a digital holographic display, c'est un nouveau type d'écran, ok, mais c'est bien moins cher que la mécanique compliquée qui ne marche pas à 100% derrière. Alors, je suis entièrement d'accord, hein, au final, mais refaire des chaînes de production avec des types d'écrans qui ne serviront que pour la VR va forcément faire exploser le prix, je pense. Honnêtement, je ne vois pas comment ça pourrait être... Pour l'instant, on est sur des écrans qui ont encore l'espoir d'être mis... des petits écrans avec haute densité, mais qui ont pour l'instant l'espoir d'être mis sur des... tout simplement des lunettes de réalité augmentée, sur des... Enfin, voilà. On cherche à faire simplement une densité de pixels énorme. Si on décide de développer des écrans dédiés à la VR, je pense qu'honnêtement, ça va faire flamber le prix. Who was a grad student at the time and now a full-time researcher in DSR. This is what he built. He also makes amazing animations, so that's all Nathan, that's not me. So we blow it up to make it look really complicated, mostly for reviewers, so they'll accept the paper, but it's not complicated. What we did is we got a Thorlabs lens that had a longer than normal focal length to give us more room to play with, and we had a phased spatial light modulator on one end. Alors, le display est fait par Imagine, ok. Les écrans qu'on connaît tous, et ils ont les lentilles de l'autre côté. Ok. Now, phase SLMs need polarized light, so we throw in a polarizer and an analyzer. And so what this does is if you look at the wavefront leaving the display, it's first shaped by the SLM locally, and then most of the optical power is achieved through a high quality, donc là, on voit clairement la transformation, en fait. Hein. So you can think of this as a digital compound lens, where most of the optical work of focusing is done by a high-quality refractive optic, and then just a little bit of local focus change by a few diopters is done by this diffractive optic. To our knowledge, no one has ignored manufacturer warnings so much in the past. C'est pas un problème visuel en soi. Oui et non. Hein. Enfin, attention, hein, c'est qu'il y a différents types de discours. Mais moi, j'ai carrément des gens qui viennent me voir en disant « Moi, 72 Hz, je peux pas, je vois les frames. » Il y en a, hein. Je dis pas que c'est impossible. Hein. Certaines personnes, vraiment, ont des problèmes par rapport à ça. Mais c'est un très très faible pourcentage de la population. D'ailleurs, vous pouvez aussi faire la différence sur console entre le 120 fps et le 90. Faites un test à l'aveugle la plupart du temps sur les jeux. Combien de personnes vont dire là c'est vraiment du 90 Hz et là c'est vraiment du 120, j'en suis sûr à 100%, honnêtement. Et puis alors je parle même pas de la différence entre 120 et 144 Hz. Mais par contre, tu as complètement raison, ça joue énormément sur le confort, sur des longues sessions. For a computational display, not too bad image artifacts. This would not be something you'd want to play video games on yet, but the idea holds water. Okay. And this is really what we really did it all for, to win an argument. Is there any reason we do anything besides to win arguments? I don't think so, but my argument was with my peers across all these institutions. Which one is it? Is it a multifocal display with 3 layers that'll solve our problem? Is it a varifocal display with 1 layer? Or maybe this wacky idea of a focal surface is needed. And so at this point, you could either do a comprehensive vision science petit tableau récapitulatif, effectivement, des différentes études qu'ils ont faites. Or you could use a database. So since we work in the computer graphics field, we rendered many scenes. Qu'on voit que c'est le focal surfaces qui prend le moins d'erreurs. Either for a fixed multifocal on the left, adaptive multifocal in the middle, or focal surface on the right. And the error is in diopters here.
So just to give you a sense of how to read this, in the US, prescriptions are prescribed spherical powers in quarter diopter increments. My lead vision scientist, Pareil sur les Dana FPS, hein, Finoli, beaucoup se font avoir. Hein. believes Enfin, that red line is where oui, il humans faut sense différencier the threshold Hertz of what humans can perceive. So being below the red line du is nombre where we d'images wanna get par to be seconde. perfect for Mais même en humans. nombre d'images, hein, So right out of the quand c'est gate, vraiment constant à I 100%, love winning du arguments. 90 FPS constant, Fixed du 120 multifocal FPS ain't constant, looking du great, to be 144 honest, if FPS you constant. believe this analysis. Even with 4 focal planes on a database of natural Vraiment. scenes, your Et je crois que vous avez une 75th petite percentile is application almost a diopter off. comme ça sur Steam qui permet Still de... look fine at low resolution, at like Enfin, il faut les 2100 écrans, hein, du coup, il faut l'écran was capable at de the faire... time. Once you get closer to 2020, you're going to be forced de to faire du adapt. 144 Hz et du coup pouvoir réellement afficher du 144 images. It's also not a great sign. I didn't win my own goal, which is one focal surface can't do it. One adaptive focal surface on our database could get 75th percentile, like, Ouais. Julien qui nous dit effectivement de son expérience perso, il n'est pas vraiment convaincu sur la différence entre 120 et 144 Hz. Moi, je fais exactement ce constat-là également. 120 me paraît bien, c'est extrêmement confort. On parlait de confort, hein, mais c'est du confort, hein, c'est vraiment du plus. Par contre, 144, là, il est encore expérimental hein, du côté de Steam. Donc, or we're going to need to actually move to holography and recreate the wavefront accurately rather than approximately. All right. We okay for like 5 more minutes or so? I think we're okay? Good. Maybe more than 5, actually. Got one more tidbit. It's a dense talk. It was 5.5 years of my team's life, so... Allez, pour le coup, on passe aux écrans purement computés. Enfin, du coup... Putain, je cherchais mes mots. Ouais, réorchestré, on va dire, d'un point de vue algorithmique. Computational displays still are an emerging field that aren't quite well defined. It's like image processing becoming deep learning. It's getting rebranded all the time. All I will say. C'est vérifié ça que pour reproduire la réalité, il faudrait taper sur du 1000 Hz. Parce que Dark, parce que du coup, il y a vraiment du pour et du contre là-dessus. Hein, donc, je sais pas trop. C'est un petit peu comme l'hydroxychloroquine en ce moment. Il y a vraiment des gens qui nous disent, bah non, sur 44 Hz, typiquement, c'est plutôt similaire à l'œil humain. Là, effectivement, tu nous dis 1000 Hz. 1000 Hz, c'est énorme, on n'en est pas encore. On n'y est pas du tout d'ailleurs. Computational display for varifocal would look like. So let's come back around. With a varifocal device, if you buy that 10 elevator ride explanation, when you look at a near object, you will see a blurry mess. Maybe not this blurry, but blurry. If I achieve my dream and someday you all have varifocal headsets, then you get this, which is also not reality. Everything is now sharp and focused no matter where you look. Which, from a vision science perspective, is a gap with reality, which we do not want to persist because it's a depth queue. And so this is where the computational bit comes in. It's really image processing. Bah non, effectivement, en tout cas, l'œil humain, c'est pas du 24 Hz, c'est sûr. And Marty Banks, once again, is the pioneer in this field. He's shown in early work that rendering blur like this. So here's no blur. Blur like this isn't enough. So this blur is just like a disk blur applied as a function of depth. It's a spatially varying, non-separable blur kernel. Donc c'est clairement ça qu'on veut en fait. Pouvoir à la fois avoir du focus de fait avec une définition de profondeur, hein, bien évidemment. Enfin, quand je regarde un objet en premier plan, je veux que le reste se blur. Mais c'est voilà, ce qu'il nous présentait là, c'est que c'est pas aussi simple finalement que de mettre juste des layers. Parce que concrètement, c'est un petit peu le même procédé qui est fait pour mettre une photo en fait en 3D. Il y a des algorithmes maintenant qui permettent de déceler comme ça 3-4 fonds et avec un système de parallaxe, vous arrivez à faire de la 3D. Donc on est capable via de l'IA effectivement de déceler des layers, mais il en faut une multitude en fait. On l'a vu, la normal map du coup qu'il faut pour pouvoir le faire, c'est plus un mesh que réellement des layers en fait. Someone tells you need to now change that blur. Now you're looking at another 6 months. And so we saw this process over and over that even for varifocal, we didn't know what type of blur we needed to add.
And we could not optimize the algorithm until we knew what it was. So we needed a one-size-fits-all algorithm that no matter what the blur ends up being, the performance will be about the same. And so there's really only one way to go. You do the literature search. First, you see if this is really a problem. Can you ignore it? That was what I told you at the beginning. The best solution is to ignore the problem. It turns out no. Through the literature, it's very clear that blur is a cue to depth. It is a driver not only to accommodation, but to divergence itself. We got to get this cue correct eventually, so you can't ignore the problem. But you have too many systems to deal with. So in my own career, I haven't talked about light field displays. You could see those talks elsewhere, but just for gaze contingent varifocal displays, multifocal displays, and light field displays, we have 3 dissimilar challenges to support, and we don't even know what the blur is supposed to be. So this is a giant space of algorithms we'd have to mine out. Just that table, right? 3 displays, 2 different types of blur. You got like half a dozen publications. It does not seem like a way to move forward in a consistent direction. And so we started looking for commonality. When you have a varifocal display, you now know this very well from this talk, as your eyes accommodate and you verge through the scene, essentially nothing happens if you're doing the job right. The only thing you got to do is render blur that's depth dependent. But that's a spatially varying blur kernel. Là, il présente du coup, effectivement, toujours pareil. Il revient en fait sur les différents types de procédés. Et là, on est sur le... on était en tout cas sur le varifocal. Et sur l'autre, on est sur donc un niveau à 4 layers. Qui décompose, et en light field, du coup, on a encore plus d'images, mais qui permettent effectivement d'avoir la même chose. Donc là, la convergence des yeux, c'est le fait de les rapprocher, enfin, c'est de boucher finalement. But if the algorithms to drive them keep evolving, it'll be decades till we find the right algorithm for the right headset. But as with many researchers who got their PhDs a few years ago, I was not trained but have heard of deep learning. And so Lei Xiao joined my team, and I said, Lei, I know nothing about real deep learning. I took a course in grad school on non-deep learning. Do you think deep learning can be a miracle for this field? And he said, I don't know, let's see. So here's what we did about 2 years ago. We sat down and we said, these are all the outputs I want. What input do I want? Well, there's only one input you could possibly want. If you're a game developer, you have a game engine that gives you a color buffer. Si vous avez suivi un petit peu, n'hésitez pas à dire effectivement quel système vous inspire le plus, parce que du coup là on est vraiment en présence de 3 systèmes complètement différents qui impliquent complètement des choses, qui impliquent à la fois un traitement électronique et à la fois un casque et des lentilles complètement différentes. There's only one algorithm, which is go to an artist, generate a training database, and go rerun it. Now it didn't kill the algorithm because someone has to make a network that has few enough layers that it can. Et donc là-dessus, l'IA va effectivement beaucoup nous aider, notamment pour à la fois pour le multi-layer des compositions et à la fois pour le multi-view. So this is the network that Lei Xiao came up with. We call it deep focus. To my knowledge, it's the first time deep learning has been used end-to-end to train a computational display. And here's what you see. We trained on le varifocal, effectivement, qui donne plutôt confiance, et le varifocal, mais de façon software. Parce qu'on ne peut pas allier les deux. Parce que là, c'était ce qui était présenté, c'est que du coup, puis finalement, on vient allier 2 nouvelles lentilles qui potentiellement peuvent bouger ou non, qu'on active ou non en fonction de ce qu'on voit, plus effectivement de l'IA qui nous permet de détecter une profondeur énorme. C'est ce qu'il présente ici sur une scène complètement random. He put a grid up on the world because you only had to understand local patches. And so what we learned is this doesn't have to look photoreal. This is just a collage of random junk with different textures and specularity and reflectivity. But by having a random collection of junk, if you look through a pinhole at any given patch, it looks like reality. The numbers of occlusion, disocclusion is correct for reality. And this is enough to give locally varying blur very accurate. Aussi, qui nous dit effectivement plus orienté gaming, rare et le problème de vision. Ça va jouer en fait sur ton confort à long terme, en effet. Toi qui es justement sensible en fait aux 120-144 Hz pour gagner un peu de confort, le varifocal va beaucoup t'aider en fait en termes de confort au niveau des yeux.
va beaucoup t'aider aussi en termes d'immersion, parce que c'est vrai que c'est complètement différent. Enfin, c'est imperceptible en fait, mais effectivement, ça apporte vraiment beaucoup. Et puis, effectivement, ça fait gagner énormément sur les. Enfin, ça va permettre en fait des plus hautes définitions avec la même ressource derrière, en fait, le même PC. Parce que tout ce qui est flou, du coup, c'est pas un flou gaussien qu'on vient mettre dessus volontairement. Enfin, je veux dire, on va pouvoir dégrader en fait la qualité de l'image et faire vraiment un lot of details, donc afficher beaucoup moins de détails sur les éléments qui sont tout simplement pas dans le champ de vision net. Donc on va gagner pas mal. Et voilà, et donc du coup, suite à la recherche, effectivement, le premier algo est capable de détecter les profondeurs, en fait, de façon purement... purement software et avec de l'intelligence artificielle. Nicolas, il nous dit, est-ce que tu penses qu'AMD va se réveiller au niveau de leur GPU et de leur tech? J'ai envie de dire, il faudrait. Ce serait bien qu'ils se réveillent. Après, eux, ils sont sur le segment un peu des consoles, un peu tout ça. Ils sont pas vraiment... En fait, ils font miroiter beaucoup de choses à AMD en fait, dans leur labo de recherche, mais en fait, on n'en voit jamais le jour. Donc, c'est un petit peu... À chaque fois, en fait, on peut dire à Nvidia, ouais, vous promettez monts et merveilles, et finalement, vous nous en donnez que 30%. Mais au moins, j'ai envie de dire, eux, ils donnent les 30%, quoi. C'est... Du coup, ouais. Mais j'espère pour eux, en tout cas, j'espère pour AMD qui vont se réveiller, mais... Bon, en tout cas, sans être fanboy du coup d'NVIDIA, hein, c'est pas du tout mon délire d'être fanboy d'une boîte. Mais très clairement, AMD ne me vend pas du rêve. Hein. Ça, pourtant, j'aimerais bien parce que ça ferait forcément baisser les prix en fait. On verra les prix des 3000 et quelques, mais enfin des RTX 3000, mais je pense que ça va faire mal. Given the work I'd done, I had a blank slate. If I wanted to build a 200-degree field of view headset, no one would have said not to. If I wanted to build the first high dynamic range headset, I would have had empty slate or blank slate to do that. You got to restrain yourself. It's like a kid in a candy store. Just because it's a cool problem doesn't mean it's an important one. Il est passé dans une phase de conclusion en fait. Hein. Quelles sont les différentes leçons qu'ils ont pu tirer en fait de toutes ces années en fait de recherche hein, qui viennent de vous présenter là comme ça en une heure. That we have not achieved yet in imaging and displays, so it seemed like a good place to start. And so again, take-home message, memorize this chart. It's really useful, but also realize if you're working on photography and it's two-dimensional, if you're working on displays and it's two-dimensional, you're really at the tail end of a curve. There's not a lot left. Feynman said there's plenty of room at the bottom, but there's not infinite room. I think all of us who are researchers are driven to do the unexplored territory. Oui, parce qu'en termes de mètres, nous, la plupart du temps, on est entre effectivement 0 et 10. Quoi. Enfin, on va pas les taper, on va pas les regarder à plus d'1 kilomètre de distance. C'est pas l'idée. Et donc, avec la combinaison de tout ce qu'on vient de voir là, clairement, son avis sur la question, c'est qu'ils l'ont traité. Voilà. Ils ont traité le sujet, ils ont réussi à enlever le problème. This mechanical and electronic varifocal, it looks like a startup because it was. It was designed to fit the near-term needs of the VR and AR industry, but that's not enough for a researcher. We have to do things that are wacky and crazy and bad ideas, and that's focal surfaces. And we have to do the vision science. That's the multifocal test bed. And then we have to actually think, as computational display researchers, how do we stop just publishing the next increment and try to jump to the conclusion? And that was what Deep Focus was all about. And so again, I love electronic imaging because it thinks the way I do. It's not just about hardware. It's not just about better sensors. It's not just about algorithms, better image processing techniques. And it's not just about vision science. Inside of this conference, there are c'est un mix de tout ça, finalement. The only difference I would say is I would hope in the future je pense que we c'est ce que don't je have dis. separate tracks. The way I run my team is a chaotic mess. Vision researchers sit with image processing researchers, sit with the
Donc pour l'admin, du coup, tous ceux qui se posent la question, effectivement, est-ce qu'on peut le faire full software, full système, du coup, hein, c'était finalement, non, pour lui, c'est vraiment le mix de tout ça, en fait, qui va apporter vraiment le confort et l'immersion qu'on attend. That's display systems research. And so we've nearly reached the end. So if you're sitting in the audience, you should always ask the question, what's the take-home message? Well, I think I have it for you. Here at Electronic Imaging, we've largely been pursuing Alberti and Lippmann's window, creating ever-improving cameras and displays. Et voilà, et du coup, on arrive à la fin de la conférence. Hein, et ça va être pour moi le moment en fait, de vous poser la question, du coup. Est-ce que tous ceux qui se posaient la question de savoir ce qu'était le varifocal, est-ce que maintenant c'est clair dans votre esprit? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble complètement viable ou pas? Hop, à vous de me dire. Du coup, je vais couper la conférence, remettre un petit peu de musique. Est-ce que maintenant, voilà, tous ceux qui se posaient la question, donc Kylian, typiquement, hein, tu me posais la question en début de stream, est-ce que maintenant, dans ton esprit, c'est quelque chose de clair, ce qu'est le varifocal, et est-ce que tu en vois l'intérêt surtout? Nicrolix, tu penses que les moteurs de jeu vont permettre d'améliorer cette IA à détecter les profondeurs? Car franchement, je m'attends à par moment des erreurs de l'IA, ouais, alors forcément. Le problème, c'est les faux positifs, ouais. Tout à fait. Mais ce que nous disait Landman, c'est également qu'en fait, même sur du ice tracking, à l'heure actuelle, tu as des faux positifs. Donc en fait, il faut réussir à les catcher. En fait, pour les supprimer, il faut faire énormément d'essais dans un court laps de temps. Enfin, je veux dire, voilà, si vous faites 1000 essais pendant une seconde et que vous avez donc 20% de faux positifs, vous avez largement le temps de les enlever pour avoir un rendu de 144 frames par seconde. Si vous en avez fait 1000 et que vous supprimez les faux positifs, c'est jouable en fait. Donc en fait, il faut augmenter tout simplement le nombre d'essais pour virer les faux positifs. C'est un truc obligatoire pour les prochains casques, ouais, donc clairement je partage. Next Gen Varifocal Ice Tracking, effectivement, ouais. Info à 130 degrés, pardon, 133. 130 degrés également, ouais, 130 degrés, c'est de souvenir, c'est ce qu'on a dans l'index, si mes souvenirs sont bons, donc voilà. 120 Hz, c'est également ce qu'on a dans l'index. Hein. Ça va être compliqué, je pense, d'obtenir ça dans un casque autonome. À voir. Ouais. Pour moi, effectivement, tant qu'on n'a pas un espèce de gain de performance via le varifocal, via le ice tracking, hein, autrement appelé rendu foveal, si vraiment vous voulez... voilà, en sachant que le rendu foveal n'a pas de notion de profondeur, lui. Hein. Il peut venir en plus. Il peut venir apporter sa dose supplémentaire, en fait. Mais oui, effectivement, vous allez gagner en performance, et puis c'est effectivement l'idée... Je pense que ça se teste, ouais. Pas de révolution, non, mais... Ouais, on n'est pas de l'ordre de la révolution, je pense. On est vraiment de l'ordre du confort et de l'immersion, en fait, qu'il y a derrière, en fait. Encore une fois, à partir du moment où c'est perceptible, enfin, j'en ai discuté lors de mon test avec le HTC Vive Ice Pro, et où, du coup, plein de gens dans le salon disaient « Bah oui, mais ça a l'air bien, mais en dehors de ta vidéo, on voit pas de différence, nous. » Et justement, c'est là tout l'intérêt. C'est-à-dire que si tu vois la moindre différence, c'est qu'à un moment donné, ça a foiré, quoi. Donc, c'est pas une révolution en soi, ça va juste apporter... ça va être de l'ordre de l'imperceptible, en fait, quasiment. Mais par contre, rien que le ice tracking, pouvoir faire du gameplay à base de ice tracking, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Je vous assure, quand vous avez notamment des aides à la visée, ou quand vous allez regarder, vous baladez dans une foule en VR comme ça, et que vous allez regarder les personnes dans les yeux, des PNJ, hein, mais vous allez vraiment les regarder dans les yeux, ça change littéralement l'immersion que vous avez dans cette scène, d'ailleurs. Est-ce plus efficace que du ice tracking? En fait, c'est cumulé. Enfin, on va pouvoir les cumuler, en effet. Ouais, des jeux basés sur le ice contact. Mais ouais, et surtout pour des jeux d'horreur ou autres, ça va encore décupler le pouvoir horrifique.
Ça va être bien. Mais ouais, très clairement, ça va avoir un prix. Je pense qu'on en saura plus avec l'Oculus Quest 2. Je pense que tout le monde l'attend avec impatience, en espérant que ça arrive très prochainement. J'espère qu'au niveau du... Alors, l'Oculus Connect, normalement, c'était au mois de septembre. Hein, vous m'arrêtez si je me trompe. Pas trop la mémoire des dates, mais il me semble que c'était à cette époque-là de l'année. Là, ils ont dit qu'ils l'avaient supprimé, mais ce sera pas, je pense, sans une petite conf ou une petite prise de parole à un moment donné. En tout cas, l'Oculus Quest Pro était plus annoncé pour la fin de cette année, début de l'année prochaine. Ah mais très clairement, hein, de toute façon, le eye tracking fera partie du lot, hein, je pense. Pour le social, c'est super important. Enfin, je veux dire, on prend énormément avec les yeux. En fait, on est capable de prendre énormément de réactions, en fait, de micro-réactions. Je pense que le Quest 2 embarquera cette techno. J'espère en tout cas. Pour ma part, j'espère. Le côté varifocal full électronique, pour ma part, je l'espère beaucoup. Quitte à ce que ça fasse augmenter son prix, hein, mais voilà. Après, ils feront peut-être un... On peut envisager hein, qu'ils fassent aussi comment je pourrais dire ça, des options, de faire des offres à tiroir, hein, finalement. Hein, c'est-à-dire que vous allez prendre votre Quest 2 en mode Quest 2 Pro, par exemple, avec le eye tracking dedans et le varifocal. Ou alors, du coup, l'acheter moins cher, mais ne pas le prendre, quoi. Je pense que... En tout cas, s'il existe, qu'il est fonctionnel, tel que Landman nous le dit, et que forcément il y a des réglages à faire et autres, si ça se fait via l'IA, plus il y aura de matière et mieux ce sera, donc autant le démocratiser tout de suite, et assumer le fait que ceux qui vont l'acheter auront des fois des faux positifs. Je pense que ça peut être un bon compromis. Je ne sais pas si c'est celui qu'ils vont faire, mais... Mais ouais, c'est top. C'est top. Tac, je suis pas tout à fait d'accord. Ah, sur Fufu qui dit « Je ne suis pas d'accord avec toi ». Que tu utilises le eye tracking pour faire de l'optimisation, de temps de rendu, c'est important. Par contre, le varifocal, ça va tout changer. Que ce soit au niveau quantité, même avec faible résolution... Qualité, pardon. Je pense que tu t'es planté, mais surtout, ça réagit sur le focus, la focale de l'œil, effectivement. Oui, non, mais c'est ce que je dis. Mais les deux, si tu veux les deux cumuler, tu vas gagner du coup de la performance. Et du réalisme, et de l'immersion. Mais de toute façon, le varifocal ne peut se faire sans eye tracking. Ils l'ont dit hein, lors de la conf, ils ont cherché. Et mais non. Mais non, c'est pas possible. Si on le veut pas fixe, par contre. Voilà, c'est ça. Après, si vous voulez le faire fixe, hein, vous tirez un recast du coup au milieu de votre champ de vision, et puis effectivement, vous ferez la même chose. Mais ce qu'on veut, c'est pouvoir déplacer savoir exactement à l'endroit où vous regardez, à l'instant T. Hop. Et du coup, tiens, je vais regarder un petit peu les brevets. Couper le stream et puis je vais regarder un petit peu les brevets effectivement que tu m'as montré là, Necrolix, sur ce que nous prépare Valve. Mais oui, effectivement, Valve lui bosse aussi de leur côté hein, sur tous ces systèmes-là. Donc on espère en fait qu'il va en sortir quelque chose de bon. Ouais, tout à fait. Varifocal égale eye tracking. Hein. Ça y est pas de rendu fovéal, pareil. Enfin, quand on veut le faire dynamique. Voilà. Encore une fois, on pourrait s'amuser à le faire fixe. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de ce qu'a fait Vario. Hein. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait avec deux écrans. Un à très très forte densité de pixels et l'autre à densité de pixels normale. Et du coup, vous avez finalement un rendu fovéal sans eye tracking. Voilà. Vous avez un rendu extrêmement net au milieu de votre écran, quoi. Ouais, c'est ça, ça va finir de berner... ouais, non, mais voilà, c'est ça. Mais en effet, ça va complètement finir de berner notre cerveau. Enfin, du moins, au niveau des yeux, j'entends. Et vraiment, du coup, complètement émuler, en fait, ce que vous voyez, en fait, dans la vie. Ça fait 5 ans qu'on se tape du eye tracking, toujours réservé à un usage de niche. Alors, ouais,
En effet. Et c'est parce que ça demande, en fait, typiquement, on parlait d'OpenXR il n'y a pas longtemps, et tout ça demande en fait un standard. Tu l'as vu avec moi d'ailleurs, hein, lors du Laval virtuel, quand on avait parlé à Toby Pro. Toby Pro vient avec son SDK à lui, qui coûte 10K, 10 KE, et c'est une catastrophe du coup à implémenter, parce que, enfin voilà, imagine si tu as 6 constructeurs qui lead le marché. Je me souviens plus du nom de celui que Pimax a choisi, mais si tu as 6 constructeurs comme ça qui lead le marché, ça veut dire qu'un développeur va devoir intégrer donc 6 SDK différents pour faire son truc. C'est pas possible. Trop grosse perte de temps. Il faut que ça arrive à rentrer dans un standard, un vrai, et à partir de là, on pourra voir émerger enfin du gameplay à base de ice tracking. Parce que moi, c'est pareil, le ice tracking, j'en attends pas que du rendu fovéal ou du varifocal. Il y a plein de choses à faire avec. Et c'est pareil, ça va mettre du temps avant que les gens se l'approprient et imaginent du gameplay à base de ice tracking, quoi. Et on parlait d'accessibilité et autres, mais on en parlait mardi dernier. Ça va énormément aider aussi. Moi, c'est des technologies, je comprends même pas que ça coûte encore une blinde et que ça soit pas démocratisé. Il y a des tas de gens à qui ça pourrait aider au quotidien, alors qu'on sait que le device en lui-même, à base de caméras infrarouges, depuis les années 90, on sait que c'est au point, quoi. C'est tous ceux qui sont, je sais pas moi, tétraplégiques, handicapés, pourraient tout faire avec ça. Pas tout faire. En tout cas, ça pourrait beaucoup les aider. Dur de parler avec 30 secondes de différé. Alors, vous n'avez pas 30 secondes, vous avez 10, je crois. Vous avez 10 secondes de différé. Mais ouais, il en faut un petit peu. C'est pas pour tout de suite à ton sens. Ouais. Moi, j'attends vraiment de voir. Hein. J'attends vraiment de voir. Donc, avec l'avènement d'OpenXR, du coup, maintenant, je pense qu'ils ont leur rôle à jouer. Hein. C'est à ça qu'ils vont servir. Donc, il va falloir qu'ils y aillent un peu. Voilà, et voilà un petit peu tout ce qu'on pouvait, je pense, dire sur le sujet. J'espère que ceux qui se posaient la question de savoir ce qu'était le varifocal en entrée de cette vidéo ou en entrée de ce stream, se la pose plus à la fin de ce stream. Vraiment cool que vous soyez présents. Hein. Vous êtes un petit paquet pour un stream fait à l'arrache, honnêtement. Du moins pas annoncé en plein dimanche soir. Merci beaucoup d'avoir été présent. N'hésitez pas à me le dire si ça vous tente, qu'on en fasse un petit peu plus. Pour l'instant, c'est cantonné au mardi soir. Si jamais ça vous le dit, on réfléchira à d'autres dates. En tout cas, merci beaucoup à vous d'être passé. J'espère que ça vous a appris des trucs et que vous avez passé un bon dimanche fin d'après-midi. Allez, moi je vous dis à très vite. Et à mardi d'ailleurs, pour mardi soir, 21h, pour le stream. Allez, salut.